maintenant, je vous présente Farhad Khosrokava, qui est donc professeur à l'EHESS à Paris, évidemment. Ses derniers ouvrages de 2012 remontant à 2003 s'intitulent The New Arab Revolutions That Shook the World, The Jihadist Ideology, The Anthropological Perspective, Être jeune dans le pays des ayatollahs, Inside Jihadism, Understanding Jihadi Movements Worldwide, Quand Al-Qaïda parle, Témoignages derrière les barreaux, L'Islam dans les prisons et Les nouveaux martyrs d'Allah. Et le titre de sa présentation aujourd'hui sera L'islamophobie interrelationnelle, du rapport conflictuel entre surveillants et détenus par la médiation de l'islam. Merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de présenter en une vingtaine de minutes un certain nombre de thèmes sur l'islamophobie. Louisa, pièce qui a été présente dans tout le cours de cette recherche, s'échelonnant sur 2 ans en prison avec moi, a fait une introduction. Donc, je passe directement au sujet. Si l'on prend symboliquement la prison comme une entité et qu'on demande en 2 mots, dites-nous ce que c'est, moi je dirais, évidemment, en caricaturant, c'est la relation détenu-surveillant. Vraiment, quand on entre dans l'univers carcéral en France, j'étais aussi en Angleterre, occasionnellement, une recherche conjointe avec mes collègues anglais de l'université de Birmingham, si mes souvenirs sont exacts, on a vu que c'est vraiment symboliquement ce qui est le plus important, même si, évidemment, la chose est beaucoup plus complexe. Mais cette relation surveillant-détenu est quand même ce qui fait le tissu de la vie quotidienne en prison, non seulement du côté des détenus, ce qui va de soi, mais aussi en grande partie du côté des surveillants qui se sentent prisonniers d'une autre façon, du moins dans les entretiens qu'on a eus avec nombre d'entre eux à ce sujet. Bon, pour ce qui est de l'islamophobie, j'essaierai de montrer que c'est une notion à géométrie variable, qu'il peut être utilisé stratégiquement, tactiquement, qu'il peut avoir un sens divergent selon l'interrelation entre le surveillant et le détenu, mais aussi que ça a un sens vraisemblablement aussi ambivalent que la plupart des notions des sciences sociales, tout en donnant un contenu quand même à des relations dissymétriques fondées sur la stigmatisation, le refus de l'autre, l'intolérance. Bref, on est dans un cas, si vous voulez, qui est, à mon sens, dans sa polysémie même, en relation avec le traitement ou le mauvais traitement de l'islam dans l'espace public en France, pas seulement en France d'ailleurs, quand on va dans les pays européens et même aux États-Unis, on voit bien ô combien l'islam fait problème. Alors, pour cela, je vais partir du concret. Je veux dire, je vais prendre 5 types de relations entre surveillants et détenus. Dans ces relations complexes, je prends d'abord la relation entre les surveillants laïcs, qui sont souvent des jeunes provenant de l'Est de la France, des régions désindustrialisées, ça change maintenant, mais il y en a encore pas mal, et qui ne comprennent pas, une fois en prison, ce que c'est que le comportement des jeunes musulmans, avec le sentiment de rapport de force constant, d'insubordination, de rejet de l'autorité, et d'incompréhension profonde vis-à-vis de la laïcité. Alors, ces surveillants laïcs, vis-à-vis des détenus musulmans, islamisés, qui tentent d'affirmer en quelque sorte l'islam comme étant une part fondamentale de leur identité. Alors, dans cette relation, si vous voulez, le reproche que font les surveillants à ces musulmans-là, c'est d'abord une notion qui devient aussi très importante, et Louisa en a parlé, fondamentalisme. La notion de fondamentalisme subit une mutation sémantique qui englobe énormément de choses dites et non dites. C'est une notion fourre-tout
et qui, en un sens, englobe d'une part un certain nombre d'attitudes religieuses qui remettent en cause ce qu'on pourrait appeler l'anonymat laïque de l'espace public, mais aussi énormément de sous-entendus. Un fondamentaliste peut être un fondamentaliste déclaré ou peut être un fondamentaliste en sous-main, qui ne se déclare pas mais qui l'est. Et donc la relation est cette espèce de suspicion constante de fondamentalisme vis-à-vis de nombreux détenus musulmans en prison. Du côté des musulmans, c'est le sentiment exprimé à plusieurs reprises de ce qu'on pourrait appeler le mépris de l'islam, le refus de l'islam, le rejet de l'islam. L'expression islamophobie, on l'a rencontrée une fois ou deux, mais dans la bouche de détenus qui avaient un niveau universitaire extrêmement élevé et qui avaient été mis en prison pour des phénomènes d'effets de radicalisation. Il y a quelques cas comme ça. Alors, sinon, la notion d'islamophobie, Ouisa l'a souligné, n'est pas courante, c'est-à-dire on ne comprend pas. C'est quand même une notion qui vient du monde intellectuel et n'est pas encore descendue suffisamment bas, du moins dans notre travail de recherche, on ne comprenait pas et on ne l'utilisait pas spontanément. Alors, dans ce rapport, donc, le détenu pense que le surveillant est plus ou moins islamophobe, c'est-à-dire mépris de l'islam, incompréhension de l'islam, refus de l'islam ou rejet de l'islam, et le surveillant pense qu'il est face à un fondamentaliste qui ne comprend pas les règles du jeu, les règles de la laïcité. Ici, il y a quand même un espace que j'appellerais moi espace d'ambivalence qui s'ouvre, où on voit quelquefois cette espèce d'islamophobie qui existe si on lui donne un sens, mais qui en même temps gravite autour d'autres notions qui font qu'à chaque fois il faut se repositionner pour voir. Je vous donne un cas qui est quand même assez concret en relation surveillant détenu à ce sujet. Dans une grande prison de banlieue de Paris, il y a ce qu'on appelle des sessions religieuses, c'est-à-dire que selon les sections, c'est le mardi, le jeudi ou, je sais pas, le mercredi, enfin, quelque chose comme ça. 1 heure, il faut rassembler les détenus et, en un sens, les amener, si vous voulez, dans une salle. Or, il y a une trentaine de détenus qui s'inscrivent chaque semaine, mais il y en a une dizaine qui arrivent finalement à suivre la session. Alors, quand on discute du côté des détenus, ils vous disent, vous voyez, ils nous détestent, ils ne veulent pas, ils font tout pour qu'on ne nous amène pas, etc. Et ce qui fait que 30 inscrits, 10, 12, 13 au maximum présents. On ne nous amène pas, pour de multiples raisons. Du côté des surveillants, quand on discute, ils me disent, mais ils ne se lèvent pas assez tôt, ils changent d'opinion, ils veulent aller ailleurs, ils trouvent d'autres façons de passer leur temps. Bref, quand on leur dit c'est à cette heure-ci, ils ne viennent pas. Et il est extrêmement difficile pour le sociologue de savoir lequel de ces deux arguments est pertinent. Parce que c'est un mélange des deux. C'est vraiment un phénomène qui est inextricable au sens le plus précis du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de cela. Quand on fait vraiment des recoupements, quand on va avoir un autre détenu, quand on voit un autre, à chaque fois, on voit bien que ces deux arguments, finalement, sont pertinents d'une manière ou d'une autre. Les surveillants sont surchargés, ils n'attendent pas plus de 2 minutes pour que l'autre arrive. En même temps, l'autre, quelquefois, a de la mauvaise foi, ou le surveillant a de la mauvaise foi, n'attend pas. Bref, on est dans cette espèce de conjoncture où il y a quelque chose qui relève quand même d'un dysfonctionnement majeur, à savoir 30 détenus veulent aller au culte et il y en a 13 qui arrivent. Donc la grande majorité n'y parvient pas. Alors, dans cette espèce d'argument et de contre-argument, il y a une dimension vraisemblablement islamophobique, c'est-à-dire qu'il y a quelques surveillants qui font un excès de zèle pour que le détenu n'aille pas, ou même quelquefois ils ne l'inscrivent pas sur la liste, mais d'autre part, il y a aussi cette gestion constante de l'univers carcéral qui intervient et qui fait que la logique des rumeurs, la logique des malentendus, la logique des incompréhensions mutuelles fait partie du système. Vous voyez, il y a un cas comme ça, il faut vraiment les analyser avec
finesse. J'ai essayé de le faire dans un article qui est paru en anglais il y a 3-4 mois, et puis un livre qui va sortir, je l'espère, dans 3-4 mois. Mais je veux dire, on est dans des cas où le sociologue n'a pas le dernier mot. On est dans une structure où l'ambivalence fait partie de ce qu'on pourrait appeler la gestion sous la répression carcérale. On est vraiment incapable de discerner le bon grain de livret au-delà d'un certain seuil. Même si le sociologue ressent quand même qu'il n'y a pas que le dysfonctionnement, qu'il y a aussi quelquefois la mauvaise volonté. Mais cette mauvaise volonté s'intègre dans cet ensemble carcéral. Alors, je prends le cas de surveillants maghrébins. Il y en a une proportion relativement faible, surtout dans les banlieues où il y a beaucoup de surveillants de dom-tom. Surveillants maghrébins versus détenus maghrébins dont certains se réclament de l'islam comme fondement de leur identité. Alors, là aussi, on voit bien, il y a des surveillants qui, par exemple, quand ils sont seuls, ils disent aux détenus « salam alaykoum ». Bon, et l'autre qui répond, etc. Mais quand ils sont avec des Français gaulois, des Français non maghrébins, ils refusent de dire « salam alaykoum ». Et là, le détenu dit « mais c'est un vendu, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui n'est pas... et il n'est pas un vrai maghrébin, et son islam, en un sens, il le cache. » Bref, il y a... aussi, voilà un cas aussi d'intérêt, je veux dire, dans cette espèce d'entre-deux, le maghrébin, le musulman, enfin le maghrébin d'un côté, le maghrébin de l'autre côté, avec ce sentiment que le surveillant est de l'autre côté, vendu. Et le surveillant aussi ressent cela comme une sorte de malaise identitaire, parce qu'avec les Français non maghrébins, il doit faire preuve de sa francité, et avec les détenus musulmans, il doit faire preuve de son islamité et de sa maghrébinité. Et donc, dans cette espèce d'entre-deux aussi s'ouvre un espace de malaise que l'on contrôle tant bien que mal. Alors, on a ce sentiment quand même que l'autre n'est pas sincère dans son islam. Il n'y a pas d'islamophobie, mais il y a plutôt une sorte de refus de reconnaître la légitimité de cet ensemble complexe de maghrébinité et d'islamité dans l'attitude du surveillant. On peut le continuer, mais comme le temps, évidemment, est restreint, je vais passer au troisième cas, surveillant de dom-tom et les détenus de dom-tom convertis à l'islam, ou en voie d'islamisation. C'est extrêmement intéressant comme phénomène, là aussi, parce que les surveillants de dom-tom par rapport aux surveillants français non dom-tom, si vous voulez, ont un comportement qui quelquefois agace les blancs, parce qu'ils parlent le créole entre eux, ils ont un certain nombre d'atavismes qui est quand même lié à leur origine black dans cette partie qui était quand même colonisée auparavant, et ils ont un sentiment de différence quand même, malgré le fait qu'ils sont des surveillants, et leur nombre est extrêmement élevé. Je veux dire, en banlieue parisienne, selon leur propre estimation et l'estimation d'autres surveillants qui travaillent sur des choses en relation avec ces phénomènes, il y a 60% de surveillants qui sont originaires des dom-toms en banlieue parisienne. Donc ils sont très nombreux. Et ils font groupe. Et à l'extérieur, quand ils vont manger, ils font groupe. À l'intérieur, on sent bien qu'il y a une complicité. Alors, avec les détenus des dom-toms, quelquefois, ils parlent en créole. Seulement, eux, ils ont aussi une sorte de sous-identité, c'est-à-dire par rapport aux surveillants non dom-tom, ils ont quand même un rapport au religieux qui est plus important au catholicisme. Or, les détenus des dom-tom qui se convertissent à l'islam rompent cette espèce de contrat tacite. Alors, il n'y a plus de sympathie mutuelle sous cette forme-là, de petits services rendus, et l'un traite l'autre, les surveillants traitent l'autre de fondamentaliste, de louche, il n'est pas normal, il a changé de religion, mais l'autre le traite de fils d'esclaves. C'est-à-dire, vous êtes des fils d'esclaves, vous êtes
pris dans cette identité à la française qui vous noie, qui vous écrase, etc. Et nous, par l'islam, on s'est libéré de cet esclavage, si vous voulez, historique. Et là, une tension qui se construit comme ça, et on peut l'interpréter en termes d'islamophobie ou d'islamophilie, peu importe. Mais voilà un espace aussi où on a à se dire, mais comment peut-on construire, je veux dire, cette notion d'islamophilie, d'islamophobie dans ce contexte-là. Troisième contexte, quatrième contexte, surveillant avec des détenus laïcs français. Là aussi, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que quand on discute avec nombre d'entre eux, les laïcs qui nous disent « mais la prison est maintenant envahie par l'islam ». On a été étonnés de voir, surtout dans des prisons où quand même, qui sont connues pour être des prisons disciplinaires, donc où l'expression religieuse est très très encadrée, sinon quelquefois réprimée, notamment pour l'islam. Alors là, aussi, cette idée, cette vision qu'ont les détenus laïcs, on est maintenant, on n'est plus chez nous. En prison, c'est vraiment le règne de l'islam, je ne me sens pas chez moi, je suis rejeté, je suis minoré, bref, je suis dans une sorte d'inversion de situation. On n'est plus en France, on est dans le terme musulman une fois qu'on est en prison. Évidemment, c'est un fantasme. Ça ne tient pas debout en relation avec l'institution, mais dans les relations inter-individuelles avec les détenus, comme il y a une majorité de détenus qui se réclament de l'islam, qui ne sont pas nécessairement pratiquants d'ailleurs, mais qui se réclament d'une identité islamique, on est dans une sorte de rapport, enfin un sentiment d'inversion et d'infériorisation. Est-ce qu'on peut le traiter d'islamophobie? Dans un sens oui, dans un autre sens non. Alors, dans cette situation-là, il y a comme des fantasmes qui s'introduisent, qui, en un sens, font la médiation dans les relations avec les détenus, et ce détenu laïque totalement sécularisé a le sentiment de vivre dans un univers carcéral dominé par l'islam. Et là aussi, il faut vraiment réfléchir sur l'islamophobie. Est-ce que c'est une catégorie pertinente dans ce cas de figure ou non? Moi, j'ai l'impression que ça peut l'être. Enfin, je prends le cinquième cas, surveillant et les salafistes. Vous savez, en prison maintenant, le salafisme, malgré la désapprobation de l'institution, est devenu un fait incontournable dans les grandes prisons. On a beau le combattre, on a beau envoyer les uns et les autres dans différentes prisons, il y a un phénomène salafiste qui s'est inscrit maintenant dans le paysage. Autant le Tabligh n'a jamais eu la possibilité de s'enraciner en prison, autant le salafisme est devenu une forme d'expression de soi, d'identité musulmane, si vous voulez, qui s'est enraciné dans les grandes prisons et contre lequel l'institution pénitentiaire est quasiment impuissante. C'est-à-dire qu'on peut très bien les séparer, on peut faire tout ce qu'on veut, il reproduit sous une forme ou une autre cette identité salafiste. Alors, les salafistes, il y en a qui sont très ambivalents vis-à-vis des surveillants, et il y a des surveillants aussi qui sont très très ambivalents, et c'est vraiment par l'idote vis-à-vis des salafistes. N'empêche, la relation est souvent que l'institution le rejette. L'institution ne le reconnaît pas. On met constamment, si vous voulez, on met constamment le bâton dans nos roues et on nous impose d'être autre que ce que nous ne sommes. Alors, une stratégie salafiste consiste à faire une sorte de confrérie avec les autres salafistes, tout en mettant entre parenthèses l'institution. On fait comme si elle n'existait pas. Évidemment, on respecte les normes parce qu'on n'a pas le choix. Quelquefois, on agit de manière collective, mais dans l'ensemble, si vous voulez, on arrive à trouver des formes de compromis. Et l'institution aussi se rend bien compte qu'on ne peut pas mettre au mitard tous les salafistes et que de toutes les façons, ils sont là et on en prend un peu
si vous voulez, acte comme tel. Donc le salafisme est devenu un rapport nouveau qui fait que ça attire beaucoup de convertis qui ne se déclarent pas et qui, mon rapporteur, enfin le modérateur est d'une précision exemplaire, hein, à chaque fois, une minute, d'accord. Alors, les salafistes donc construisent un espace qui est ambivalent pour les surveillants qui pensent que c'est du fondamentalisme et que de toutes les façons on ne doit pas céder du terrain vis-à-vis d'eux tout en trouvant des compromis avec eux. Et là aussi l'espace de l'islamophobie devient en quelque sorte extrêmement ambivalent. Pour conclure, j'ai l'impression que la notion d'islamophobie en un sens est une notion qui est utile parce qu'elle peut s'adapter à plusieurs contextes et avoir une géométrie variable. La nouveauté même de l'expression, nouveauté relative, permet en quelque sorte de lui donner une multitude de significations et de définitions, quitte ensuite à tenter de les comparer. Je pense qu'il est important de voir en quoi, dans les relations entre détenus et surveillants, il y a une part d'islamophobie, mais qui traverse constamment l'institution et donc qui a une signification par définition beaucoup plus complexe que l'islamophobie, si vous voulez, dans les relations entre les individus à l'extérieur de la prison. Merci de votre attention.